l'invité de la matinale. KTO Radio. Toute cette semaine, on développe 6 grands enjeux de cette année 2025 qui arrive. Premier enjeu, en ce lundi, la politique française et le bien commun. La vie politique est assez instable depuis 2022 et notamment juillet dernier. C'est le moins que l'on puisse dire. Plus que le commentaire politicien, on fait un pas de côté ce matin pour savoir si dans cette période, la recherche du bien commun est une préoccupation et si elle peut réunir le politique. Le père Jean-Baptiste Arnaud est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous vos auditeurs et joyeux Noël, il est encore temps de se le dire. Effectivement, joyeux Noël à vous. Vous êtes président de la faculté Notre-Dame et tout récemment ancien co-directeur pendant 7 ans du département de recherche politique et religion au collège des Bernardins. Jean-Baptiste Arnaud, on l'a encore vu récemment avec l'élaboration du nouveau gouvernement. Les partis politiques ont vraiment toutes les peines du monde à trouver des compromis. Quel est votre regard sur cette période d'instabilité parlementaire ? En fait, mon regard, en particulier depuis 2 ans, au Collège des Bernardins, nous avons travaillé avec beaucoup de personnes impliquées à la fois dans l'action politique, dans la réflexion, dans l'éducation aussi, beaucoup d'enseignants, de chefs d'établissement. Mon regard, il est peut-être pas d'abord celui de l'instabilité, mais d'abord celui d'une espérance qui vient dans ce temps où finalement des nouvelles voies sont à trouver. Et donc des personnes s'engagent, je peux en témoigner, des personnes cherchent comment mettre en œuvre une politique qui soit sans doute aussi plus respectueuse de ce lien entre éthique et politique sur lequel nous avons travaillé au Collège des Bernardins, qui intègre davantage ce lien. C'est vrai que c'est une période incertaine, que c'est une période dont on se demande parfois à court terme comment elle aboutira, mais c'est une période aussi qui permet à des nouvelles personnes d'émerger, parmi les députés, parmi des collaborateurs, parmi des gens qui réfléchissent et qui s'engagent dans des questions politiques, dans des questions d'action publique, et qui veulent remettre au centre ce lien entre éthique et politique, qui est aussi fondé sur la dignité de la personne. Et donc, je crois qu'on peut espérer que non seulement des compromis puissent arriver, mais ça, c'est une étape, on pourrait dire. L'étape suivante, c'est qu'il y a aussi peut-être une nouvelle manière de vivre la politique et l'engagement politique et le service de la cité. Pour autant, ces compromis et cet engagement semblent quand même difficiles à trouver, non ? Quand on regarde les médias, les discussions, l'élaboration des nouveaux gouvernements ces derniers mois. Le compromis, il est le fruit des élections, de ce que les citoyens ont voulu donner comme représentation parlementaire. Mais vous savez, on passe son temps à faire des compromis. Je ne parle pas de compromission, hein. On a peut-être une vision un peu négative du compromis. Nous passons notre temps, non pas à faire des compromissions ou à chercher simplement un nivellement par le bas ou un plus petit dénominateur commun, mais à chercher quel est le meilleur bien possible en ce moment. C'est la question éthique par excellence, c'est la question du discernement moral. Et quel est le meilleur bien que je puisse faire ? Je me souviens d'un petit livre du père Jean-Miguel Garrigue qui, à partir de ce que saint Thomas d'Aquin dit de la politique, des lois, et en particulier du fait que les lois humaines sont nécessairement imparfaite, seule la loi de Dieu est parfaite, et le père Garrigue parlait de la politique du meilleur possible. Quel est le meilleur possible ? Quel est le meilleur bien à faire ici et maintenant dans les circonstances dans lesquelles nous sommes ? Et je peux témoigner que beaucoup de personnalités politiques sont habitées par cette question, même si c'est peut-être pas toujours ce que l'on perçoit immédiatement. Et vous l'avez dit, en tout cas je crois l'avoir entendu, et je vous pose la question dans ce sens, dans quelle mesure ces blocages politiques ne sont pas également le reflet de la société et de la difficulté même des Français à rechercher le bien commun aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui se joue à l'extérieur, entre guillemets, autour de nous, est toujours le reflet de ce qui se joue dans notre propre cœur. Donc, comme chrétiens, nous sommes bien conscients qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a un discernement des enjeux profonds, et c'est aussi ce que nous cherchons à faire au Collège des Bernardins, avec des chrétiens, avec des non-chrétiens, qui viennent aussi au Collège des Bernardins pour cela, et que c'est sûr qu'il y a d'abord un choix intérieur à faire, un choix du bien, et si on veut que ce bien devienne commun. Plus que jamais, notamment l'aspect
économique et notamment le problème de la dette est au cœur de toutes les décisions, les discussions politiques. On l'a vu avec la difficile élaboration du budget 2025. Le déficit public atteint par ailleurs des niveaux records en France. En quoi la question de la dette est une question également de bien commun ? Vous savez, la question de la dette, comme la question du budget, elle est signe, elle est symptomatique là aussi d'un enjeu de liberté. C'est-à-dire qu'elles sont intéressantes et importantes et graves en elles-mêmes, ces questions. Mais pensons à toute famille ou même à toute personne qui ne peut pas vivre éternellement dans la dette, qui ne peut pas vivre et sans faire un budget. Et donc la manière dont on établit un budget, dont on élabore un budget, la manière dont on accepte de vivre dans une forme de dette, eh bien, dit quelque chose évidemment aussi de notre rapport à la société, de notre rapport les uns avec les autres, et même de notre rapport à Dieu, puisque le mot dette, c'est un mot très chrétien, si je puis dire, puisque vous savez que dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses et remets-nous nos dettes. Et donc, le regard que nous portons sur la dette, il ne peut pas être isolé de ce que cela signifie comme de relations humaines, de relations sociales, mais aussi d'enjeux spirituels. Donc on ne peut pas décorréler les aspects purement économiques et les aspects sociaux et de dignité humaine et de bien commun, ce que vous voulez dire. Exactement, ce serait une tentation en fait de se focaliser uniquement là-dessus, mais on ne peut pas non plus les balayer d'un revers de main comme s'ils n'étaient que des enjeux comptables ou financiers, parce qu'en fait, ils traduisent bien quelque chose du type de relation humaine aussi que nous voulons vivre. Et comment diminuer cette dette sans aggraver l'insécurité économique ? Plusieurs associations, notamment je pense au Secours catholique, parlent et montrent cette aggravation de l'insécurité économique. En tout cas, il est certain que les chrétiens ne peuvent pas oublier ce que l'Église appelle l'option préférentielle pour les pauvres, et donc la place des plus pauvres, la place de ceux qui se sentent exclus, qui sont, on pourrait dire, à l'extérieur du système économique ou social. Il y a bien des manières de l'être, des périphéries aussi, dont parle souvent le pape François, et c'est important que le regard, en tout cas, soit non seulement porté sur ces personnes, mais qu'il puisse être même intégré dans des processus de discernement, de réflexion et de décision. De pas seulement faire pour eux, mais aussi de faire avec eux, ce que fait par exemple beaucoup le Secours catholique, notamment dans la lutte contre l'exclusion et contre le chômage de longue durée. Et je crois qu'en tout cas, c'est pour nous un critère, un marqueur qui n'est pas propre aux chrétiens. Les chrétiens sont même sont attendus sur ces questions-là, comme sur d'autres. Je pense aussi à l'importance de la jeunesse, de l'éducation, je pense à l'importance de la création, des questions environnementales. Sur tous ces sujets-là, les chrétiens ne peuvent pas ne pas s'engager d'une manière ou d'une autre et les mettre au cœur du bien commun, au cœur de ce qui constitue un champ d'action politique et de service de la communion entre les personnes dans la société. Un projet commun peut-il émerger au-delà des intérêts particuliers aujourd'hui ? Oui, je le crois toujours et nous le croyons toujours que l'intérêt particulier n'est jamais l'intérêt ultime. Mais si la politique est la forme ultime de la charité, comme le répètent les papes depuis Pie XI, si la politique est la forme ultime de la charité, ça veut bien dire qu'il y a un projet commun autre que simplement celui d'un intérêt particulier. Mais c'est toute la difficulté, précisément, pour les hommes et les femmes politiques, élus, gouvernants, et pour chacun de nous. On est toujours ramené à ce discernement aussi, comment dépasser nos intérêts particuliers, comment dépasser des égos, comment accepter des renoncements, des sacrifices, pour justement entrer dans un projet commun, dans un bien commun qui n'est pas seulement la somme des intérêts particuliers, mais qui rassemble, qui fédère, on pourrait trouver différents mots pour dire cela, qui unit, en permettant aussi à chacun d'être ce qu'il est lui-même. De ce point de vue-là, c'est souvent les corps intermédiaires qui sont des bons lieux à la fois d'exercice, de ce dépassement des intérêts communs, et puis aussi, non seulement d'exercice, mais d'accomplissement, de cette logique-là qui conduit à ne pas se limiter à ces intérêts communs pour rentrer dans un projet qui est fédérateur, mais qui mobilise chacun, mais qui à un moment ou un autre nécessite un renoncement, un sacrifice, pour pouvoir, ce qu'on appellera des compromis aussi, c'était votre question tout à l'heure, pour pouvoir discerner et décider et agir selon le meilleur bien pour tous.
Je le rappelle, Père Jean-Baptiste Arnaud, vous êtes prêtre, docteur en théologie, président de la faculté Notre-Dame. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux élus et responsables politiques pour dépasser cette crise actuelle ? D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour le dire. Vous m'avez aussi posé la question tout à l'heure. Il y a beaucoup de dialogues qui se font quand même aussi de personne à personne, que ce soit avec des élus, que ce soit avec des décideurs ou des conseillers d'élus ou des personnes qui sont engagées sur le terrain de l'action politique. Et donc, c'est beaucoup dans un dialogue personnel que cela se passe. Mais en tout cas, s'il faut donner une parole plus large, c'est un appel à la conscience, c'est un appel à se laisser éclairer en conscience sur les enjeux, la profondeur des choix à poser, sur les enjeux spirituels, sur les enjeux qui concernent la dignité de la personne, sur le fait qu'on ne peut pas séparer une personne et les communautés dans lesquelles elle se situe, que ce soit des différentes communautés d'appartenance, que ce soit des corps intermédiaires, on en parlait tout à l'heure, que ce soit des familles, que ce soit des nations, que ce soit des groupes de nations. Tout cela, en fait, non seulement j'ai envie de le rappeler, cette ampleur-là aussi entre le court terme et le long terme, mais je vois aussi que beaucoup d'élus, de décideurs, de personnes engagées dans l'action politique viennent au Collège des Bernardins pour nous demander de les aider à discerner, à réfléchir et à travailler en intégrant toutes ces dimensions-là. Et plusieurs fois, ça m'a été dit ces dernières années que ça faisait partie au fond de notre trésor chrétien de pouvoir porter un regard avec toutes ces dimensions-là. C'est intéressant aussi que vous parliez d'espérance et de ce signe, en tout cas, que les décideurs politiques sont à la recherche d'ouverture et de réflexion par rapport à ces projets. Une dernière question, Jean-Baptiste Arnaud, quels sont vos vœux pour cette année 2025 en lien tout de même avec notre thématique de la politique et du bien commun ? Justement, c'est un vœu d'espérance. Vous savez, nous venons d'entrer dans un jubilé, une année jubilaire qui est un jubilé d'espérance. Le pape François a ouvert la porte sainte à Rome le soir de Noël et nous invite à être des porteurs d'espérance et même des signes d'espérance. Et je crois, en tout cas, comme chrétiens, que nous ne pouvons pas nous dérober à cette vocation-là. Et donc, dans la situation actuelle, qui est pleine d'incertitudes, c'est sûr, et très concrètement, pour beaucoup de gens aussi, qui est pleine de difficultés, voilà, on en parlait tout à l'heure, économique, social ou d'autres, eh bien, comment pouvons-nous être des signes et des porteurs d'espérance ? L'espérance, elle commence quand il paraît difficile d'espérer. Tant qu'il est facile d'espérer, l'espérance est une vertu théologale qui nous est donnée par Dieu, mais pour que nous la vivions dans des circonstances extrêmement concrètes, et peut-être même, surtout et d'abord, lorsque ça, à vue humaine, cela nous paraît difficile. Donc ce sont les vœux que je forme, des vœux d'espérance pour chacun, pour que chacun discerne quel est le bien qu'il est appelé à faire là où il est, que ce soit par la prière, que ce soit par l'action politique, la participation à la vie locale, à la vie démocratique locale, que ce soit un jour par le vote lorsqu'il faut voter, et puis que cette espérance-là, elle puisse se répandre et voilà, être aussi, j'allais dire, prise en compte par ceux qui ont la charge de gouverner notre pays. Merci Père Jean-Baptiste Arnaud d'avoir accepté notre invitation ce matin entre les fêtes, celle de Noël et du Nouvel An. Je rappelle que vous êtes président de la faculté Notre-Dame, docteur en théologie, et les travaux issus de ce projet de recherche dont vous avez parlé au Collège des Bernardins sont disponibles dans un livre qui a été publié en septembre 2024 aux éditions Hermann, révéler la politique. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne fête. Merci à vous Maxence, bonne journée et joyeux Noël à tous vos auditeurs.